Syrie, 2013. C'est le début d'un exode massif. La paix s'éloigne de plus en plus. Au sud de Damas, Yarmouk, ou ce qu'il en reste. Avant les bombardements, cette banlieue comptait des centaines de milliers de Palestiniens et de Syriens. En quelques jours, j'ai mesuré les conséquences de la destruction du quartier. Je suis Rochak Ahmad, journaliste. Je viens de Syrie, mais je vis aujourd'hui en Allemagne. Ces images sont les dernières que j'ai pu filmer dans la capitale syrienne. Je les ai emportées avec toutes les impressions qu'elles contiennent et qui sont restées gravées dans ma mémoire quand j'ai dû partir. Ce qui reste, c'est la volonté de survivre. Ce pays sera toujours en moi, même si je l'ai quitté. Avec ma caméra, je suis allée à la recherche de ce qui restait de vie à Yarmouk et de ce qu'il était advenu de cette vie. Yarmouk est une banlieue qui jouxte le cœur de Damas, côté sud. En janvier 2013, la zone où sont retranchés les rebelles est assiégée par les troupes de Bachar al-Assad. Des checkpoints en contrôlent l'accès et des tireurs d'élite font régner la terreur dans les rues. Le 16 décembre 2012, ce quartier devient la cible de violentes attaques de l'armée de l'air syrienne. Presque tous les habitants lèvent le camp, en laissant derrière eux ce qu'ils ne peuvent pas emporter. Ceux qui restent tentent de se reconstruire une vie dans les décombres. Chaque matin, ils ont l'autorisation de sortir de Yarmouk pendant 2 heures pour s'approvisionner. Ils ne peuvent acheter que le strict nécessaire et en petite quantité. Tous ne reviennent pas. Je me glisse parmi ceux qui veulent revenir chez eux envers et contre tout, en prenant soin de cacher ma caméra au contrôleur. Je risque gros. Le gouvernement ne veut pas qu'on montre ce qui se passe ici. Mais c'est justement pour ça que je suis là. À Yarmouk, on est contraint de vivre dans le noir. Je retrouve de vieilles connaissances, Wassim et Berivan, des bénévoles. Ils essaient d'envoyer un email. Communiquer avec l'extérieur n'est pas chose facile. Il y a un tireur embusqué en face de nous? Oui. Il nous vise? Oui. Je peux pas me connecter à Internet si un sniper essaie de nous tuer? Tiens, on a du courant. Vite, au cybercafé. Qu'est-ce que c'est? Un lance-grenade, loin d'ici. J'apprends que le rire est une façon d'affronter la mort omniprésente. Si seulement on pouvait régler tous les conflits avec une bataille de boules de neige, comme dit Wassim. Je suis gelé. Rentrons vite. Il fait froid en janvier, y compris dans les maisons. Il n'y a rien pour se chauffer. Salut les gars, rentrez à la caserne. Un nouveau jour se lève. La lumière du soleil est la seule qui ne puisse être coupée. Le pylône électrique est détruit. Voilà 40 jours qu'on n'a plus de courant à Yarmouk. Des bénévoles ont commencé à réparer clandestinement l'installation.
Toute la station a été touchée. Commutateurs, isolateurs, tout a brûlé. 90% de l'installation est hors d'usage. Ce poste assurait l'alimentation en courant électrique de tout le sud de Damas. Les bénévoles ne veulent pas montrer leur visage à l'image, pour éviter tout risque d'être repérés et pourchassés. On a mis 21 jours non-stop pour réparer la station, en travaillant sous la neige et dans le froid. Certains jours, on n'arrivait pas à tenir un tournevis tant l'air était glacial. Une douzaine de personnes nous ont aidés. Parfois, 2 ou 3 gars venaient grossir l'équipe. Tous des civils non armés. Je tiens à le souligner. Même les hôpitaux sont la cible d'attaque. Une infirmerie de fortune est aménagée dans une cave. Le matériel médical qui fonctionne encore a été récupéré à l'hôpital et apporté ici. Il n'y a plus que 2 médecins dans le quartier. L'électricité est fournie par un générateur. Les appareils sont désinfectés, les murs aussi. L'endroit est maintenu secret. Un dirigeant qui tue son propre peuple est un traître, chantent les manifestants. On est assiégé, on n'a plus d'hôpital, mais jamais on ne se rendra, dit cette pancarte. Y a-t-il encore quelqu'un qui les écoute? Quoi qu'il en soit, ces hommes réclament imperturbablement leur liberté et sont déterminés à faire tomber le régime de Bachar al-Assad. Ensemble, ils chantent la résistance. Ce sont probablement les derniers manifestants de Yarmouk. Beaucoup camouflent leur visage pour rester anonymes. Personne ne les force à rester, mais ils ne veulent pas partir. Ils s'accrochent à leur mouvement de résistance pacifique. D'autres ont opté pour la rébellion armée. Eux gardent le visage à découvert, car les services secrets d'Assad les ont identifiés depuis longtemps. Un contact m'introduit auprès d'eux. Ils me font visiter les lieux et je les suis jusqu'à la ligne de front. Non loin de moi, j'y un char du gouvernement complètement détruit. Il y a encore des cadavres dans ce char. Il est coincé entre les 2 camps. Nous d'un côté et les gens d'Assad de l'autre. Dans les zones qu'ils contrôlent, les rebelles de l'armée syrienne libre se chargent souvent de protéger les journalistes et de les escorter. On m'explique où sont concentrés les tireurs d'Assad et comment me déplacer le plus sûrement possible le long de la ligne de front. Certaines rues sont moins dangereuses que d'autres, mais je vois des impacts de balles partout et des coups de feu résonnent sans cesse à mes oreilles. Le groupe doit se rendre à une réunion. Je décide de le suivre avec ma caméra. La plupart des participants viennent d'une zone voisine, située au sud de Yarmouk et déjà conquise par les rebelles. Ces hommes sont ceux de la brigade Al-Hajar al-Aswad, qui porte le nom de leur quartier. C'est le général Yacoub qui commande ici, l'homme au pull bleu, un ancien officier de l'armée nationale. Abou Omar est un autre dirigeant de la rébellion. C'est lui qui a convoqué tout le monde ici aujourd'hui. Un groupe de Yarmouk a demandé des renforts armés. Sans cela, il risque de perdre le secteur qu'il contrôle. On a besoin d'un couloir sûr à cause des tireurs embusqués. Il faut sécuriser ces rues. Aujourd'hui, une femme et un enfant ont été touchés. Et on devrait les laisser se faire tuer? Pourquoi on n'attaque pas? Ils peuvent facilement tuer 100 de nos hommes. Ils sont redoutables. Il n'était que 5 dans cette maison, et on n'a rien pu faire. C'était à devenir fou. Partout où on allait, ils étaient déjà là. C'est une maison assiégée. Tu as déjà combattu au Liban, tu sais bien comment c'est. Quand on est assiégé, la règle, c'est tuer ou être tué. Ces combattants ont un objectif commun, renverser le régime. Pour cela, ils doivent se rendre au cœur de la capitale. Mais il leur faut d'abord débarrasser Yarmouk des derniers snipers.
Cette nuit, les hommes doivent se procurer une pelleteuse pour ériger des barricades. Et le combat contre les tireurs d'élite pourra commencer. Salut Abou Fahed. La pelleteuse n'est plus loin. Quand elle sera là, on se mettra tout de suite au boulot. Je m'absente un moment, mais je reviens tout de suite. J'ai bloqué certains accès routiers. Je te laisse contrôler. La Syrie ressemble à un immense camp militaire. Au début de l'insurrection en 2011, on se battait pour la démocratie, mais aujourd'hui, on se bat surtout pour survivre. On a bloqué les rues et renforcé la surveillance. Il faut d'abord prendre toutes les mesures militaires qui s'imposent pour notre sécurité avant d'entreprendre quoi que ce soit. Le plus gros problème à Yarmouk, c'est la sécurité. Mais il y en a mille autres. Des problèmes, on n'a que ça depuis le début de la révolution syrienne. Sans parler des intérêts politiques en jeu, ce qui complique encore les choses. Par exemple, la révolution palestinienne. Mais là, on a d'autres chats à fouetter. Ce soir-là, les hommes attaquent un checkpoint du gouvernement au mortier. Abou Omar dirige le commando. On tire très souvent au mortier sur des barrages. On a des lance-grenades des deux côtés. Mais nous, contrairement à eux, on ne tire que sur des objectifs militaires, jamais sur des civils. C'est la différence. Le groupe installe son mortier. Il est orienté sur une cible située elle aussi à Yarmouk. Un homme est allé se poster dans la zone visée pour vérifier la justesse des tirs. Il doit transmettre ses instructions par talkie-walkie. Les armes utilisées sont des butins de guerre et du matériel militaire rassemblé par la résistance syrienne. Allez les gars, chargez, vite! Elle a atterri où? Je veux une réponse précise. En Syrie, quelle question? 200 mètres trop loin. Vite! Il faut faire 3 tours. Une grenade ne s'allume pas et retombe au sol. Par chance, le détonateur ne s'enclenche pas. J'entends les suivantes exploser. L'opération semble avoir réussi. Ici, les journées commencent parfois dans la nuit. Dans un quartier sud de Damas, l'humeur est à la fête. Plusieurs groupes rebelles de toutes les régions se sont réunis. Je suis moi aussi invitée et autorisée à filmer les réjouissances. Je peux désactiver le mode vision nocturne de ma caméra. Les lieux sont éclairés. Dans cette salle des fêtes spécialement alimentée en électricité, on prépare un mariage. Le futur marié, Abou Jarrah, fête l'événement avec ses compagnons de lutte. Derrière lui, les drapeaux de la Révolution. Ce détail et ma présence mise à part, cette fête se déroule conformément à la tradition. On célèbre la future union entre hommes. Mais s'ils dansent le dabkeh sur des airs populaires, ils entonnent aussi des chants révolutionnaires, d'une époque où on ne portait pas encore de tenue de combat.
Il n'y a que de l'eau à boire et à manger, des desserts, un luxe rare dans le contexte actuel. L'un des convives est un chef religieux qui saisit l'occasion pour faire un peu de prosélytisme. Nous connaissons tous Abou Jarrah, le futur marié, et nous savons que c'est l'un des premiers djihadistes à s'être rebellé contre ce régime impie. Un hommage sur fond de propagande religieuse. L'idée est d'islamiser la révolution. Les hommes n'y prêtent pas garde. En ces temps de guerre, ils ne relèvent pas nécessairement ce genre de subtilité et ne se rendent pas compte de la portée de ce type de discours. Leur visage est connu depuis longtemps des sbires du régime. Cela les soude. S'ils cessaient de se battre, ils auraient le choix entre aller en prison ou tirer sur des civils et des rebelles pour le compte d'Assad. La Syrie se vide de ses habitants. C'est un exode continu. À Yarmouk, ils ne sont plus que quelques milliers en ce mois de janvier 2013. On n'est plus en sécurité nulle part. N'importe qui peut être fauché n'importe quand. Aujourd'hui, c'est le général Yacoub, à la tête de la brigade Al-Hajar al-Aswad, qui a été touché. J'éprouve un certain malaise à le filmer ainsi. Je me sens rattrapée par la barbarie de la guerre et refuse de me laisser entraîner. Le sud de Damas est presque entièrement contrôlé par l'armée syrienne libre. Le centre de la capitale est à 8 km au nord d'ici. C'est de là que je viens, et c'est là que les rebelles veulent aller. Et pour y accéder, Yarmouk est d'une grande importance stratégique. Damas est également appelé Cham. C'est le nom que j'ai choisi comme couverture, pour rendre hommage à cette ville que j'aimerais ne plus jamais devoir quitter. Abou Omar n'est pas un militaire de carrière. Il était sur le point de passer son diplôme de droit quand la révolution a éclaté. Mesure la distance de là où il y a mon doigt à ici. Un peu plus bas. Environ 140, 150 mètres. Le point vert marque le pâté de maison où sont postés les tireurs d'élite. Le point rouge indique le lieu idéal pour établir une nouvelle base. Les combattants passent des heures à réfléchir. Comment progresser dans la lutte sans perdre toujours plus d'hommes? Leurs familles sont loin, dans les pays voisins. Avant de pouvoir pénétrer le cœur de la ville, il faut réussir par un moyen ou un autre à écarter les snipers d'Assad. Le tireur le plus dangereux est ici. C'est un Iranien? En tout cas, il tire sans scrupule sur les femmes et les enfants. Alors oui, c'est un Iranien. Parfois, il laisse passer des gens. Il en laisse passer 10 et il tire sur le 11e. D'ici, il a une vision panoramique. Ils ne sont pas là 24 heures sur 24. Ça peut vouloir dire deux choses. Soit ils sont hyper détendus, soit ils se reposent sur ce que leur disent leurs informateurs. Je dirais que c'est ça à tous les coups. Il faut absolument qu'on ait des tireurs d'élite, nous aussi. Et des grenades. Oui, des grenades et des tireurs d'élite. Et encore mieux, des B-10. Abou Faed en a quelques-uns. Ils visent plus juste. C'est pas grave si l'opération prend du temps. Elle peut s'étaler sur 2 jours. Où est le problème?
Entre les salves, j'ai l'impression d'être sur une autre planète. Les hommes d'Abu Omar cherchent un accès au pâté de maison où ils veulent installer leur base. Où est ton voisin? Appelle-le. Allô? Oui. L'appartement de droite, il est à qui? En temps de guerre, on se pose peu de questions. Les appartements sont purement et simplement réquisitionnés à des fins militaires, soit comme ligne de défense, soit comme poste d'attaque. La nouvelle base de la troupe d'Abu Omar est établie dans un sous-sol à 150 mètres à vol d'oiseau du groupe d'immeubles où sont embusqués les snipers d'Assad. On fait le point sur les munitions. Qui a des grenades pour les B-10? Abou Hassan. Je ne m'intéresse guère aux armes, mais je veux comprendre ce qui se passe. Les gars, je peux vous trouver des munitions. Vous savez que je collabore avec tout le monde. Mais si je vous donne 200 balles, je veux qu'elles soient toutes utilisées dans cette bataille. Je contrôlerai les douilles. Il faut qu'on arrive à prendre cette maison. Moi, j'ai pas de chargeur. J'ai du mal à tenir ma caméra. Voilà des heures que je filme. Autour de moi, les hommes planifient leur action et affinent leur stratégie militaire. Je suis entraînée dans leur dynamique. Les rebelles se parlent d'égal à égal. Chaque chef de groupe est responsable de ses hommes. J'ai un plan. S'il ne vous plaît pas, vous pouvez en proposer un autre. Je suis ouvert à toute proposition. Le jeune Abou Fahed est désormais le deuxième porte-parole du groupe. Pendant l'attaque, il devra jouer le rôle de commandant sur le terrain. Tous les hommes présents ont échangé leurs positions. Ils ont déterminé les points d'attaque stratégiques, les lieux où seront dispensés les soins médicaux, qui montera la garde et où. Ensemble, ils prêtent serment et s'engagent à ne pas baisser les bras avant d'avoir accompli leur mission. Ce combat qu'ils s'apprêtent à mener, ils lui donnent un nom. Comme le font aussi les soldats du gouvernement dans les combats urbains. Ils le baptisent Al-Qadisiyah, en référence à la bataille de Qadesi, qui opposa jadis Perses et Arabes musulmans, et se solda par la victoire de ces derniers. Aujourd'hui, les Iraniens se battent aux côtés d'Assad et sont ainsi à nouveau dans le camp ennemi. Un drapeau a été trouvé dans l'une des maisons dont les rebelles se sont emparés. D'un combat antérieur, Abu Omar a rapporté un butin précieux que le groupuscule s'apprête à utiliser pour la première fois. Cette grosse batterie jaune va servir à alimenter une caméra infrarouge. Grâce à ce dispositif, on pourra suivre la position de l'ennemi jour et nuit. En face, on distingue 3 immeubles. C'est là que se cachent les tireurs isolés d'Assad. S'il est important de les repérer, il faut aussi réussir à s'en cacher. De grandes bâches sont tendues en travers des rues pour emboucher la vue. On m'explique qu'elles sont continuellement saccagées et doivent être remplacées encore et encore. Le camp de base se situe dans un ancien atelier de couture. L'un des combattants était tailleur avant le conflit, et le voici amené à coudre du matériel de guerre. Les brassards roses servent de signe de reconnaissance. Ainsi, personne ne peut s'immiscer dans le groupe incognito. La couleur est régulièrement changée. Dans cette pièce souterraine, l'unité radio est en sécurité. Les talkie-walkies sont l'unique moyen de communication pour les hommes sur le terrain. L'un d'eux habitait dans l'immeuble où les soldats du gouvernement sont maintenant embusqués et espère pouvoir réintégrer son appartement au plus vite. Il donne des astuces pour l'attaque et souhaite participer activement à l'opération.
Entre ces deux bâtiments, il y a un passage pour accéder au parc. En traversant par là, on arrive dans l'ancien appartement de mes parents. Très peu de ces hommes ont une formation militaire. Avant la guerre, ils étaient étudiants, employés, électriciens, tailleurs, chauffeurs de taxi. C'étaient des citoyens ordinaires. Quelques-uns sont issus de la résistance palestinienne. Aucun ne s'y entend en armes de ce type. Sauf lui, l'expert en B10. Tous leurs espoirs reposent sur cette pièce d'artillerie. Il n'a pas été facile de se la procurer. Mais les armes, c'est comme les cigarettes. En temps de guerre, on en trouve toujours. Cette nuit, 2 grenades doivent être lancées. Un tireur d'élite est là pour assister les rebelles. L'opération numéro 1 commence. Les hommes se rendent en voiture au poste d'attaque convenu. À ce moment précis, la caméra infrarouge joue un rôle crucial dans l'opération. Il faut un peu de temps pour obtenir une image correcte. Abou Omar est le seul qui sache utiliser l'appareil. Grâce à cette caméra, je vois moi aussi pour la première fois les hommes du camp adverse. Leur chaleur corporelle fait apparaître des silhouettes lumineuses à l'écran. Ce dispositif ainsi que l'unité radio sont de précieux outils qui permettent à Abou Omar de diriger sa troupe et l'opération. Un flash, c'est un tir de mortier. On entend à présent crépiter les salves des mitraillettes. La réaction des hommes d'Assad ne se fait pas attendre. On voit soudain les balles pleuvoir sur notre camp. S'ils nous avaient touchés, on n'aurait pas entendu le sifflement. Réglez le talkie-walkie sur la bande de fréquence ennemie. Les rebelles comprennent qu'ils ont été localisés et craignent qu'on ne fasse exploser leur position. Vite, il faut partir, tout de suite. On laisse la caméra, on la prendra en revenant. Mettez-vous à l'abri dans un bâtiment sûr. Un peu plus tard, lorsqu'ils retournent chercher la caméra, je les attends, seuls. Les minutes s'égrènent à une lenteur inouïe. Je voudrais appeler mes amis pour leur dire adieu, au cas où. Mais je ne pourrais joindre personne avec ces talkie-walkie. Une nouvelle journée commence. Aucun des hommes d'Abou Omar n'a été touché cette nuit. Un heureux hasard. La caméra infrarouge est elle aussi intacte. On cherche à présent une nouvelle base. La vue sur les bâtiments où sont postés les fidèles du régime doit être aussi dégagée que possible. Les hommes se déplacent avec prudence pour ne pas se faire repérer. Abou Omar oriente la caméra par radio. L'attaque de la veille ne s'est pas déroulée comme prévu. Les mortiers B10 se sont avérés décevants. Il faut élaborer un nouveau plan. Abou Omar essaie de localiser avec précision les tireurs ennemis via sa caméra infrarouge. Ils sont là, dans ces pièces. Mais on en voit aussi à cet étage. Et au premier. Abou Fahed reprend le contrôle de l'opération et attribue à chacun une cible. Les gars, 2 choses sont capitales. Quand vous avez tiré, courez immédiatement vous mettre à l'abri. Mais on ne bat pas en retraite avant le signal. Quel est le mot de code pour le repli? DA. DA. Cette fois, le groupe utilisera toutes les armes dont il dispose. La stratégie consistera à tirer simultanément de différentes positions. Il me semble irréaliste de la part de ces hommes de vouloir se mesurer à l'armée syrienne et à ses forces aériennes avec leurs armes de poing et quelques talkie-walkie, sans casque et sans aucun vêtement de protection. Je tiens à les suivre. Abou Fahed me prend sous son aile. Il me dit « Si je meurs, tu meurs. Si j'en réchappe, tu en réchappes. »
Tu peux filmer de cette fenêtre. Positionne ta caméra et planque-toi. Tout le monde attend le signal de départ. Un coup de pistolet. Les balles fusent au-dessus de moi. Je suis secoué par les ondes de choc. Les deux camps sont tout proches. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. J'entends la voix d'Abou Fahed près de moi. Il est vivant. Je n'ai qu'une envie, m'en aller au plus vite. N'aie pas peur, n'aie pas peur. C'est nous qui tirons. Cham, viens vite. On va où? Je suis surprise d'être encore vivante. Autour de moi, c'est le chaos. Tu tires sur quoi? Arrête! Regarde où tu tires! Là-bas, ce sont des bâtiments à nous. Qu'est-ce que tu fais? Le repère des snipers est par là. Pourquoi tu tires dans cette direction? Le mot de code du repli retentit. DAA. Allez, vite. On embarque les mortiers. Dépêchez-vous. On a touché 90% de nos cibles. Contrairement à ces hommes, Abou Omar est déçu. Selon lui, seuls 30% des cibles ont réellement été atteintes. Et ils n'ont presque plus de munitions. Un des rebelles lance une idée. J'ai une voiture piégée. Non, je veux travailler seul. Puisque c'est la mienne, on va la chercher? Une voiture piégée? Oui, elle est déjà prête. Faites comme vous voulez. Je ne veux rien avoir à faire avec ça. On n'en a pas besoin. L'opération est très simple. Moi, je vous dis qu'on peut avoir une voiture piégée. Si t'as un autre plan, ok. Mais avec la voiture, on peut faire la moitié du travail et rendre l'opération bien plus facile. Elle est déjà presque finie. Une dernière attaque et c'est bon. Je ne tiens pas à tout saboter. D'accord, d'accord. Ils sont dans cet immeuble? Oui, j'en ai vu 3. Dans cet appartement. Je l'ai noté. Il était prévu qu'un groupe s'approche tout doucement, non? Oui, Et qui est là-bas? je voulais y aller. Tu es le leader. Tu restes et tu observes ce qui se passe à la caméra. Écoutez, si vous voulez que je continue, Si tu arrêtes, j'arrête. attendez. On garde notre plan initial. Les groupes conservent leurs positions respectives. Il nous reste 3 angles d'attaque. Un groupe entre ici et attaque. Un autre passe par là pour l'aider de l'autre côté. Pendant ce temps, des hommes arrivent d'en bas et lancent des cocktails Molotov. Seulement des cocktails Molotov. Et c'est fini. Cette journée semble durer 48 heures. Un message d'alerte arrive par radio. Des chars approchent. Ils restent sur leur garde. À l'odeur de la poudre et de la moisissure se mêle soudain celui du pain frais. Voilà plusieurs jours que nous n'avons quasiment rien mangé. Mais aujourd'hui, tous les groupes sont ravitaillés. Il y en a 25 par pile. C'est ça. Alors mets ces 50-là dans le sac. Pour la plupart des rebelles, il est plus grave de ne pas avoir de munitions que de manquer de nourriture.
Entre deux ravitaillements, on mange et on boit ce qu'on trouve dans les appartements désertés. Gâteaux secs, friandises, Coca-Cola. Ça fait partie du butin de guerre. Merci Bachar el-Assad. Pas de déjeuner, pas de dîner. Il n'y a rien à manger ici. Plus d'une semaine s'est écoulée. Les hommes ont très peu dormi. Ils ne veulent pas attendre que les chars soient là. L'un des guerriers se lave. Il s'agit d'une toilette rituelle, en préparation d'une mort probable. Il veut apparaître pur devant son créateur. Une partie du groupe part au front. Parmi ceux qui restent, l'ambiance est électrique. Le déroulement de l'opération est une fois de plus assez obscur. Les hommes tentent de se rassurer en se répétant les uns aux autres « N'aie pas peur ». Contrairement à ce qui avait été prévu, on n'attaque pas seulement au cocktail Molotov. Une grosse pièce d'artillerie et quelques hommes supplémentaires arrivent d'un autre groupe du sud de Damas. Abu Omar n'a encore jamais travaillé avec eux. C'est le propre des guerres et toutes leurs difficultés. Les plans changent tout le temps. Le groupe d'Abu Omar se sent abandonné par ses propres alliés et cherche d'autres solutions. C'est mieux que toutes les armes qu'on a. La curiosité fait sortir les hommes à découvert, en dépit de toutes les mesures de précaution requises. Le mortier est censé avancer jusqu'à la ligne de front, mais un coup est tiré sans crier gare. Les hommes attroupés au milieu de la rue sont pris pour cible. À droite sur le mur, quelqu'un a écrit « Nous redressons les drapeaux de l'islam avec notre sang ». À en juger par la signature, l'auteur de ce message est l'un des nouveaux venus, qui ont apporté avec eux des armes, mais aussi des idées. Le groupe contre-attaque. Vous ne m'écoutez pas. Mettez-vous à l'abri. Les gars, qu'est-ce que vous fabriquez? Les hommes qui sont montés au front sont de retour. Ils se sont fait mitrailler. La mission a échoué. L'un d'eux est blessé. Abu Omar veut retourner à son poste d'observation. Elle vient avec nous? Oui. L'un de vous doit descendre. Je vis au rythme de la rébellion. On perd la notion du temps ici. Ce ne sont pas les jours qui comptent, mais les missions. Même s'ils ont essuyé pas mal de revers, ces hommes n'ont pas d'autre solution que de continuer. La situation est de plus en plus difficile, pour moi aussi. Mais je ne veux pas interrompre mon travail. L'attaque au cocktail Molotov est lancée. Le pâté de maison prend feu. Une grenade explose. Mais celle-ci vient des troupes d'Assad elles-mêmes. De toute évidence, un accident. Un avion de combat. À tous les groupes, attention, un avion de combat approche. Camp de base, transmettez le message. Si seulement on avait encore des grenades. Le problème, c'est qu'on ne voit rien. Il nous faudrait des jumelles de vision nocturne. Ils sont 13 au dernier étage maintenant. Certains se dirigent vers l'autre aile du bâtiment. Regarder les immeubles en ruine sur l'écran est plus facile que de les regarder sans filtre. Mais j'ai un aperçu de ce qui se passe. Les deux camps s'entendent via les ondes radio et apprennent d'une certaine façon à se connaître.
sans pour autant engager le dialogue. Je voudrais comprendre ce qu'ils font dans le bâtiment du milieu. Quand un immeuble est en flammes à côté de toi, c'est normal d'être nerveux. Tu as raison. Allez au 3e étage, dans la partie centrale. Allez vite, au 3e. 3e étage, partie centrale. Allah soit avec toi. Stop. Mets-toi à l'abri. Ferme la porte. Il fait froid et on n'est plus tout jeune. Ils vont devoir se replier. S'ils pouvaient ramper. L'unité radio diffuse un discours du père de Bachar al-Assad. Cette transmission est une provocation. Malgré les attaques massives, les soldats d'Assad ont réussi à se replier dans le bâtiment voisin. Les deux camps restent sur leur position. Pour l'instant, ils n'ont pas de nouveaux plans et trop peu de munitions pour mener à bien une quelconque action. Abu Omar a toutes les positions de l'opposant en tête. Il vise les différentes cibles de l'immeuble d'en face. Une tentative désespérée de mettre fin au siège de Yarmouk à lui tout seul. Aucune vague d'attaque n'a jusque-là conduit les sbires du régime à battre en retraite. La déception et la résignation s'abattent sur les rebelles. L'un d'eux rappelle qu'ils étaient censés faire fuir les fidèles d'Assad en 2 jours. La solution de la voiture piégée qu'Abu Omar avait farouchement rejetée est maintenant prise au sérieux. L'idée vient du Front Al-Nosra, un groupe rebelle terroriste d'idéologie salafiste avec lequel l'armée syrienne libre aurait préféré ne pas coopérer. Avoir échappé de justesse à la mort provoque des réactions contradictoires. Certains sont accablés, d'autres veulent immortaliser l'instant, et d'autres encore font de l'humour. Quand je serai mort, écrivez sur le mur « Damas ne pardonne jamais ce qui se passe aujourd'hui ». Vas-y, prends-nous en photo. Je suis sommé de quitter la pièce. Les gens d'Al-Nosra ont demandé à Abu Omar de me faire sortir sans équivoque. Une femme, journaliste de surcroît, n'a pas sa place dans le djihad. Certains hommes commencent à envisager de rallier les rangs d'Al-Nosra. Ce groupe terroriste est mieux armé et verse une solde à ses soldats, qui peuvent ainsi subvenir aux besoins de leur famille. Des arguments de poids. En revanche, l'interdiction de fumer, les prières perpétuelles et l'éventualité de devoir un jour commettre un attentat suicide ne les enthousiasment guère. Pour égayer un peu l'atmosphère, on esquisse quelques pas de danse. Rassemblez-vous dans le bâtiment numéro 1. J'arrive. Allez les gars, en voiture! Dans d'autres parties de la Syrie, le front Al-Nosra a déjà commis de nombreux attentats. Et il commence maintenant à gagner du terrain dans le sud de Damas. Je viens avec vous? Non, attendez ici. Je conduis le groupe et je reviens.
La victoire nous appartient. Les groupes se sont décidés à collaborer avec Al-Nosra. Pour l'heure, les enjeux stratégiques priment sur les divergences idéologiques. Les crimes du président à l'encontre de son propre peuple et ses méthodes de torture conduisent ses ennemis de tous bords à se rapprocher. Ce silence me rend nerveux. Personne ne bouge là-bas. Tandis que les uns préparent l'attaque à la voiture piégée, les autres continuent à tirer sur les positions ennemies. Tu n'as rien touché, mon gars. Tu as tiré à 2 mètres de ta cible. Arrête-toi et prends le temps de bien viser. Ou tu n'atteindras jamais ta cible. On n'a pas de temps à perdre. Il règne un silence inquiétant. Je dois faire attention aux tirs des snipers. Ils peuvent entrer en action d'une minute à l'autre. Cham, Oui? Cham, Oui? va te mettre à l'abri. Il va y avoir une explosion. Entre les immeubles 2 et 3, en plein milieu. Ils vont laisser la voiture au centre et la faire exploser. Fais attention à toi, ça va provoquer une grosse onde de choc. Maintenant? Oui, c'est imminent. Reste près de moi. Tu as peur? La voiture piégée est arrivée. Je les vois, mon frère, je les vois. Sois prudent. Ils sont dans le bâtiment de droite. Il y en a qui se dirigent vers l'immeuble numéro 3. Ils s'enfuient. Ils ont fui par les jardins. Dirigez les tirs sur les jardins devant l'immeuble numéro 3. Feu, feu. Tirez, tirez. افتح النار عشوائي مقابل البساتين مقابل 3 افتح النار عشوائي افتح النار عشوائي افتح النار افتح النار الكل يفتح النار وينك انت يا الله يقويك ممتاز تمام خذوا لنا البطاريه ركبوها على السياره يلا خلينا نطبق غرابنا يا علي وين السياره Voilà à quoi ressemble la victoire. Le pâté de maison où étaient postés les fidèles d'Assad est totalement détruit. Abu Omar a atteint son objectif. Mission accomplie. Yarmouk est débarrassé des snipers. Il ne reste que les corps de ceux qui n'ont pas réussi à fuir. Aucune caméra infrarouge ne pourra plus les détecter. Quelques-uns de ces morts, au vu de leur âge, auraient pu être les pères des rebelles.
S'ils n'ont pas réussi à fuir, ils ont au moins essayé. Ils ont laissé des mots et des pensées sur les murs. J'ai faim et je n'ai plus de cigarettes. Bachar al-Assad est la lumière de ceux qui le suivent et le feu de ceux qui lui désobéissent. Les corps inertes avaient encore les yeux ouverts, comme s'ils avaient voulu continuer à vivre. Je manque de m'évanouir en respirant l'odeur de la chair brûlée. C'était la position la plus forte de l'armée d'Assad à Yarmouk. Les tireurs embusqués dans la 30e rue étaient les pires de tous. Ils n'épargnaient personne, ni femmes, ni enfants, ni vieillards. Ce que j'ai vu ici pendant ces quelques jours m'a profondément touchée. À voir d'aussi près toutes ces atrocités, il me semble que j'ai changé. Sans cela, je n'aurais pas pu aller au bout de ce tournage. Il m'a fallu plusieurs années pour pouvoir me confronter de nouveau à ces images. J'avais besoin de respirer un air qui ne sente pas la poudre et d'entendre autre chose que des tirs de mortier.